Avant de démarrer l'épisode, petite annonce pour te donner rendez-vous en début août pour la sortie de TPN, qui est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition, sans suivi, sans coach, te permettant d'atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, etc. Bref, tout ça sera plus expliqué en début août, donc reste actif. Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept d'épisode que je vais faire chaque semaine, au moins une fois par semaine. C'est ce que j'appelle les MBDO, donc les mix BDO. Et dans ces épisodes-là, je vais mettre plusieurs extraits d'anciens épisodes de podcast, que ce soit tout seul ou avec des invités. Toutes les informations sont toujours d'actualité, c'est pour ça que j'ai envie de les refaire naître en quelque sorte à travers ces épisodes-là. Les extraits vont pas être très longs, je vais essayer de faire des épisodes qui ne vont pas durer très longtemps non plus de manière totale, ça va être à peu près 20 minutes je pense chaque MBDO. Et du coup, n'hésite pas à me faire un feedback sur le format. Là, je teste pour le moment. Je compte garder l'idée centrale, mais si, par exemple, la taille des extraits est un peu trop longue et un peu trop courte, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire si faire un petit peu plus long en épisode, ça peut être une bonne idée, peut-être un petit peu plus court. Voilà, j'attends vos feedbacks là-dessus, donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Et sinon, on commence tout de suite pour ce premier épisode du MBDO, où on va évidemment revenir au tout premier épisode. Je vais faire ça dans l'ordre chronologique, ça va être mieux. Donc évidemment, désolé pour ce qui est du son au niveau de la qualité. Je pense qu'elle sera un petit peu moins bonne que par rapport à la qualité des épisodes actuels, et d'un sens, c'est une bonne nouvelle. Et aussi à mes tics de parole, quand je me suis réécouté, j'ai vu que j'avais beaucoup de tics de parole quand je parlais, c'est-à-dire les en fait, les donc. J'en dis encore, je dis pas, mais je pense que c'était pire à ce moment-là, donc désolé pour ça. Mais j'avais quand même envie de remettre toutes ces informations, puisque elles sont encore valables à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je voulais les remettre. Donc, bonne écoute, et on se dit à très très vite. On va tout d'abord commencer avec l'épisode numéro 2 du podcast, le premier vrai épisode, qui était sur comment ne plus grignoter quand on est chez soi, où je te donne et où je te parle dans cet extrait de la troisième astuce que j'ai donnée lors de l'épisode. Allez, c'est parti. La solution en fait à ça, c'est d'avoir un bon volume. Évidemment, là tu es en train de te dire, ok, sauf que si j'aime bien un aliment qui a beaucoup de calories, par exemple, on va dire même un cookie maison, ça a quand même des calories non négligeables, et que j'adore ça, comment je fais pour mettre du volume sur un aliment que j'aime bien sans grossir justement. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit, ok, c'est bien de mettre du volume avec un aliment qu'on aime bien, mais sauf que bah, si l'aliment a une haute densité énergétique, si on met plus de volume, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'énergie, et donc on va dire qu'on reviendra limite au même que si on était en train d'être frustré et de surconsommer. Et en fait, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut ajouter une petite touche de subtilité, dans le sens où si on consomme un aliment qu'on adore, et bien en fait il faut mettre la même quantité qu'on avait prévu au départ, sauf qu'il faut rajouter un aliment qu'on aime bien, mais qui a une densité calorique qui est beaucoup plus basse. Par exemple, je prends un exemple du cookie. Si tu t'es fait des cookies maison, eh bien, si tu avais prévu de te mettre, voilà, pour le goûter, on va reprendre l'exemple du goûter justement. Voilà, tu décides de prendre des goûters maintenant. Tu t'es fait des cookies maison, tu t'es dit ça allait être sympa. Du coup, tu décides de te mettre deux cookies dans une assiette. Évidemment, s'il n'y a que deux cookies dans une assiette et il n'y a rien d'autre, bah forcément il n'y a pas le volume, donc derrière ça va très mal se passer. Et du coup, dans ce cas-ci, euh, pour éviter, bah, évidemment, vu que tu vas pas rajouter des cookies, parce que sinon ça va te faire une densité énergétique beaucoup trop grande, et du coup bah, ça va pas être intéressant pour une, prise, enfin, pour une perte de poids ou quoi. Et bien en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est mettre deux cookies comme prévu, sauf que tu vas rajouter derrière peut-être, je ne sais pas, peut-être une pomme, peut-être une poire, peut-être, bref, un fruit, ou pourquoi pas du fromage blanc avec un fruit. Certes, ça rajoute des calories aussi, mais en termes de calories, ça ne rajoute pas du tout la même chose pour le volume donné que si tu aurais rajouté des cookies. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de jouer avec les aliments dans le sens où euh, il faut en fait que t'aies vraiment une assiette remplie. Lors de tes repas, que ce soit tes goûters, que ce soit tes vrais repas, tes gros repas, en fait, il faut que ton assiette soit remplie. Si ton assiette n'est pas remplie, ton cerveau te donnera un sentiment d'insatisfaction. Et ça te donnera du négatif sur le long terme. Quand je parle de ça, en fait, je reviens un petit peu à l'illusion de Delboeuf, qui est une illusion qui,
pour faire court, hein, pour éviter d'entrer trop dans les détails, c'est que si euh, tu as une assiette grande mais que tu as pas grand chose dedans, ton cerveau va avoir l'impression qu'il y a que dalle à manger. Alors que si tu mets la même quantité de nourriture que tu avais dans ton assiette grande, mais cette fois dans une petite assiette et que du coup la petite assiette est remplie, en fait ton cerveau va avoir l'impression qu'il y a plus de nourriture dans cette petite assiette que dans la grande assiette, alors qu'il y avait exactement la même quantité de nourriture. Et en fait, c'est ce phénomène qui est vraiment intéressant et qui montre à quel point le volume est important à mettre en place. Donc du coup, une règle que j'aime bien donner pour respecter le volume lors de ces repas, quand on a un repas évidemment qui a un bon goût, ça c'est très important pour être satisfait, c'est d'avoir au moins un aliment dans chacun de ces repas. Donc ici, je ne parle pas de la collation. La collation, c'est un repas certes, mais c'est pas un gros repas, donc c'est pas forcément. On n'est pas obligé de respecter cette règle, même si c'est encore mieux si on la respecte. En fait, cette règle, c'est dans un repas de mettre au moins un aliment à très basse densité énergétique, autrement dit un aliment riche en eau. Parce que plus un aliment est riche en eau et moins il contient de calories, puisque l'eau contient 0 calories. Donc évidemment les aliments les plus pauvres en calories, on va dire, les plus intéressants pour mettre du volume, ce sont les fruits et les légumes. Donc si tu fais un goûter, bah, rajoute un fruit. Si tu manges un repas, pourquoi pas rajouter des légumes cuits dans ton plat et aussi si tu as envie de prendre une entrée. Un légume, une carotte, un concombre, bref. Donc voilà, donc ça c'était le troisième point, tout simplement. Pour ce deuxième extrait, on se retrouve avec l'épisode numéro 3 qui se nomme La balance égale infosamie. C'est parti. C'est vrai que des fois, notamment pendant les repas de fête, on a tendance à prendre 3 kilos en une soirée. C'est parce qu'il y a, dans ces 3 kilos, il y a 1 kilo qui vient déjà de la quantité de nourriture dans l'estomac. Donc déjà, ça c'est très important à prendre en compte parce que si, mettons, tu te pèses le lendemain matin et que tu t'es déjà pesé ce matin et que le lendemain matin tu fais 300-400 grammes en plus, tu te dis, ouais la vache, j'ai déjà pris ça en une seule journée, bah en fait ne t'étonne pas parce que ça peut clairement venir de ça. Peut-être que je ne sais pas, tu as mangé une soupe hier et que vu que les soupes c'est pas très rassasiant mais que tu en manges une bonne quantité, bah hop, si tu bouffes 400 millilitres de soupe et que derrière tu manges la même quantité de nourriture qu'un jour banal, bah ça te fait quand même 400 grammes de plus à la fin de la journée que la journée d'avant, tu vois ce que je veux dire. Sans prendre les autres facteurs que je vais parler après. Donc voilà, donc déjà c'est le premier point, très important à garder en tête, parce que ce point-là, on en parle beaucoup trop peu à mon goût, et en fait, une fois qu'on l'a en tête, ce point-là, bah, on se dit, bah, c'est logique, et c'est vrai, en fait. Ça peut. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça, la quantité de nourriture dans l'estomac, bah, c'est quelque chose que tu peux pas en gérer. Voilà, tu vas pas te priver d'avoir un bon volume alimentaire, vu que c'est très important pour être rassasié, etc. Juste parce que ça te rajoute du poids sur la balance. Il faut que tu te dises de toute façon que ce poids en plus, il vient pas vraiment de toi en fait, il vient de la nourriture que tu as mangée. Donc c'est pas du tout un problème. Et il faut aussi que tu te rendes compte que ça peut te rajouter 1 kilo en plus en l'espace d'une journée. Donc voilà, premier point à garder en tête. Le deuxième point que je voulais parler, c'est la rétention d'eau. Donc là, j'arrive sur un point beaucoup plus connu, beaucoup plus discuté, et je tenais à en reparler encore une fois, dans le sens où la rétention d'eau vient de plein de facteurs possibles. Déjà, la rétention d'eau, il faut savoir qu'elle peut nous faire prendre plusieurs kilos, dans le sens où on peut avoir 2-3 kilos facilement de rétention d'eau, ce qui peut donc nous amener à des prises de poids assez excessives en l'espace d'une journée, sans que ça soit du vrai poids, on va dire. Et c'est pour ça, notamment, là j'avais dit, ouais, les 3 kilos qu'on prend en une soirée lors des repas de fête, il y a 1 kilo qui vient de la quantité de nourriture. Honnêtement, je dirais que les 2 autres kilos viennent de la rétention d'eau, hein, il faut pas trop se poser de questions. Donc voilà. La rétention d'eau, évidemment, ça vient de plusieurs facteurs, donc parce que c'est bien de parler de rétention d'eau, mais si derrière, je te dis pas pourquoi, comment ça vient, etc., ça te sera peut-être pas très bénéfique. Donc la rétention d'eau vient de principalement deux choses. Ça vient principalement d'un petit déséquilibre entre plusieurs hormones. Par exemple, je sais que les femmes font plus de rétention d'eau à une période donnée des règles, due à une dérégulation des hormones, donc les œstrogènes, les progestérones, etc. Donc déjà il y a ce premier point là, mais également donc pour les hommes, ça peut venir de d'autres hormones, de d'autres déséquilibres, notamment en lien avec des hormones de stress par exemple. Donc si on est stressé, on a parfois tendance, voire souvent tendance à faire de la rétention d'eau.
Évidemment, ici, je parle de stress chronique. C'est très différent du stress. J'aime bien rajouter le petit mot chronique parce que, en fait, il faut savoir que quand on fait du sport, on est stressé. Et quand je parle du stress chronique, c'est qu'on est stressé toute la journée. Ça, c'est pas pareil. Donc, rétention d'eau, ça peut venir des hormones, donc liées au stress, liées au cycle menstruel, etc. Mais ça peut aussi venir d'un déséquilibre entre des électrolytes. Donc, le déséquilibre le plus connu, c'est entre le potassium et le sodium. Donc, pour raconter vite fait d'où ça vient, bah en fait, le sodium, lui, à quoi il sert en partie dans le corps? Il sert à stocker l'eau. Non, pas à stocker l'eau. Pas à stocker l'eau, je l'ai mal dit. Il sert à contenir l'eau dans le corps. C'est-à-dire en fait que nous, on est fait de 70% d'eau et c'est pas pour rien, parce que si on n'a pas. Bah, en fait, toutes nos cellules dans le corps sont faites principalement d'eau. Et du coup, en fait, si on n'a pas suffisamment d'eau, en fait, on est clairement en mauvaise santé. Et du coup, le sodium, lui, a comme impact de conserver l'eau dans notre corps pour nous maintenir dans un état de santé, un bon état de santé. Par contre, le potassium, lui, justement, il vient, en fait, lui, un de ses rôles, c'est de faire extraire l'eau du corps. Voilà, de faire extraire l'eau du corps. Donc c'est un petit peu l'inverse du sodium. Et c'est pour ça qu'on parle de ratio sodium-potassium. Parce que les deux ont un effet inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir un ratio équilibré entre les deux est très intéressant. Puisque ça va nous permettre d'à la fois de ne pas avoir trop d'eau dans le corps et de faire trop de rétention d'eau, justement. Et de ne pas avoir trop peu d'eau. En gros, d'avoir un bon équilibre d'eau, de garder un bon niveau d'eau dans le corps. On va à présent passer à l'épisode numéro 5 du podcast qui était sur comment ne plus être intolérant au lactose et je vais justement t'expliquer d'où vient cette intolérance au lactose pour la plupart des personnes. Déjà, on a tendance à mal digérer le lactose. Alors le lactose, vu que c'est un sucre, ce sucre il doit être en fait un disaccharide. Une fois, donc là je vais expliquer assez rapidement comment fonctionne la digestion. C'est-à-dire qu'un disaccharide, quand il est digéré, il doit être décomposé en monosaccharides. Donc monosaccharide pour dire un saccharide et disaccharide pour dire deux. Et en fait, pour être décomposé en monosaccharide plutôt, un disaccharide doit subir une catalysation de la part d'une enzyme, donc notamment, donc catalysation, on va dire la destruction. C'est-à-dire, en fait, l'enzyme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe en deux, donc je schématise, mais elle coupe en deux la molécule, donc le disaccharide, pour qu'il puisse se transformer en deux monosaccharides. Et ici, l'enzyme en question pour le lactose, c'est la lactase. Donc la lactase, on l'appelle aussi la bêta-galactosidase. Ouais, c'est ça. La bêta-galactosidase pour ceux qui sont un petit peu plus scientifiques. Mais on va l'appeler la lactase, ça va être un petit peu plus simple dans ce podcast de l'appeler comme ça. Mais en gros, pour faire clair, si on a du mal à digérer le lactose, généralement, et bien sûr, je vais expliquer plus précisément pourquoi c'est pas réellement le cas. Généralement, on a tendance à dire voilà, tu manques de lactase. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas catalyser correctement tout le lactose que tu consommes et donc tu as des problèmes de digestion puisque ton lactose n'est pas coupé correctement, on va dire. Et évidemment, ça pose des petits dérégulations au niveau de ton corps. Donc ça déjà, c'est le contexte de pourquoi est-ce qu'on a tendance à mal digérer le lactose, etc., etc. Donc là, ce que tu dois dire, c'est ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de lactase? Enfin, pourquoi est-ce que certains n'ont pas assez de lactase alors que d'autres en ont assez? C'est vrai que c'est une bonne question puisque la lactase, c'est une enzyme que on a tous d'origine, sauf dans le cas d'une maladie qui est très très rare, donc, ce qui s'appelle la lactasia. Donc la lactasia, c'est une maladie congénitale, c'est-à-dire qu'on l'a directement à la naissance. Et en fait, cette maladie, elle signifie que l'on n'a pas du tout de lactase plutôt. C'est-à-dire que, bon, quand je dis on n'en a pas du tout, on en a peut-être, mais vraiment tellement peu que si on consomme vraiment très peu de lactose, en fait, ça peut mener à des choses fatales sur l'enfant. Donc c'est une maladie vraiment rare, honnêtement. Donc je vais pas vraiment en parler dans ce podcast parce que ça concerne une énorme minorité de personnes, enfin une toute petite minorité. Je sais plus c'est combien, je sais plus c'est un enfant sur combien, mais vraiment y a pas à s'inquiéter. De toute façon, si on a une lactasia, clairement, on s'en rend compte assez rapidement, hein. Donc voilà. Mais sinon, au niveau de ça, alors comment ça se fait qu'il y en a qui ont la lactase et d'autres non, enfin qui ont de bons taux et d'autres non? En fait, c'est au niveau
de quand on grandit. C'est-à-dire que des personnes, quand elles grandissent, elles ont ce qu'on appelle une persistance à la lactase. Donc une persistance, ça veut dire que leur taux de lactase ne chute pas lorsqu'elles grandissent. Donc moi, quand je dis lorsqu'elles grandissent, c'est plutôt quand on est milieu enfance et qu'on se dirige vers l'adolescence. Donc je parle plutôt de, voilà, donc quand on a 7 ans, des choses comme ça. C'est-à-dire en fait que généralement, quand on a environ 12 ans, quand on a environ 12 ans, on a, à- on a atteint, on va dire, nos taux de lactase qu'on aura le restant de notre vie. Donc bien sûr, ils vont varier à cause de différents facteurs liés à la vieillesse ou je ne sais quoi, mais là où il y a, là où il y a en fait la plus grosse modification de nos taux de lactase lors de notre vie, c'est entre 7 et 12 ans pour faire à la louche, on va dire. Évidemment, ça peut se manifester plus tôt. Il y a des enfants chez qui ça se manifeste dès 2 ans, dès 4 ans, où leur taux de lactase chute carrément. Mais généralement, c'est plutôt vers 7-12 ans. Donc voilà, au moins ça te fait une estimation. Après, pourquoi est-ce que il y en a qui ont une persistance au lactase et d'autres non? Ça, c'est lié à plein de facteurs, du coup, que je ne pourrais pas expliquer dans ce podcast. Ça peut être à la fois des facteurs au niveau de la naissance, par exemple, comment est-ce que l'enfant il est né, est-ce qu'il est né trop tôt, est-ce qu'il est né en retard, également l'alimentation du coup de sa mère lorsqu'il était dans le ventre, donc par exemple, est-ce qu'elle mangeait bien, est-ce qu'elle mangeait pas bien, donc évidemment, tu te doutes que si la mère avait une mauvaise alimentation, il y a beaucoup plus de chances que la persistance au lactase ne soit pas présente, donc il y ait une non-persistance au lactase. Et après, il y a d'autres facteurs plutôt liés à l'enfant, de son style de vie lors de ses premières années, donc notamment au niveau de son alimentation, mais pas que, au niveau de son style de vie, de ses expositions. Enfin bref, il y a énormément de facteurs. Mais pour donner un petit peu un chiffre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un chiffre, euh, on va, on va dire en fait qu'il y a environ 65% de la population à la louche qui ont une non-persistance au lactase et il y a environ 35% du coup des personnes qui ont une persistance à la lactase. Donc on est plutôt sur un tiers et deux tiers, ce qui signifie que la plupart des gens ont plutôt une non-persistance au lactase et c'est notamment pourquoi je vais du coup t'expliquer là tout de suite différentes méthodes pour pouvoir mieux tolérer le lactose en améliorant ta tolérance au lactose tout simplement. Et enfin, pour ce premier épisode du MBDO, je vais te mettre un extrait de l'épisode avec Pierre Logrado que j'ai fait, donc c'est l'épisode numéro 7 qui se nommait Allier plaisir et alimentation saine possible ou pas. Et dans cet extrait, Pierre va te expliquer un principe fondamental pour améliorer ta nutrition. C'est parti. Voilà pour ta première question, j'espère que j'ai pas été trop long. Bah non, écoute, bah nickel. En plus, t'as amorcé un petit peu d'autres questions et du coup, ça va être Super. intéressant. Comme ça, on va pouvoir échanger dessus. Donc déjà, alors, un premier point justement, ce que je voulais aborder, c'est que est-ce que selon toi, donc si une personne et parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense que c'est un petit peu ton cas de ton côté, qui Mhm. disent ouais, j'aimerais bien, enfin en gros, qui sont déterminés à vouloir bannir absolument les aliments ultra transformés. Mais Ok. tu vois, en fait, même si tu essayes de les raisonner, elles ont l'air vraiment sûres d'elles, elles se disent ouais mais non c'est possible, c'est pour mon bien et tout ça. Est-ce que tu penses que raisonner de cette façon-là, c'est une bonne chose ou pas? Alors, en soi, je pense que c'est une très très bonne chose parce que, tu vois, en soi, la manière optimale de s'alimenter serait en effet d'avoir aucun aliment transformé dans son alimentation. Tu vois, l'utopie, ça serait de pouvoir cultiver toi-même tes aliments chez toi, d'avoir, je sais pas, tes poules pour les protéines, de pouvoir toi-même, si t'es du coup consommateur de viande, pouvoir élever tes bêtes et toi-même, du coup, les tuer, tu vois, et de faire ta propre viande. Donc ça, forcément, je pense que ça en découragerait pas mal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça, je pense, du jour au lendemain. Déjà, tu vois, c'est comme une personne qui est végétarien ou végane pour ses convictions personnelles. Je vois le fait de manger peu industriel exactement de la même manière. C'est une conviction personnelle. C'est-à-dire que tu prends cette décision parce que tu es conscient que dans la nourriture industrielle, c'est de la merde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu vas pas, c'est pas quelque chose tu vois, que tu vas vouloir imposer aux autres. C'est vraiment une conviction personnelle. Mm.
comme toute conviction, tu vois, je pense que bon, après, j'ai jamais essayé d'être végétarien ou vegan, mais je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est d'y aller progressivement et pas du jour au lendemain, tu vois, couper tes repères et passer sur du soja ou sur du tofu. J'ai écouté un podcast de Quentin Randis qui avait invité Chris Transformers, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je connais. Il parlait justement de la transition qu'il avait eue. Et comme à l'image, tu vois, du poulet, tu vois, qu'on a l'habitude de manger bah, tout le temps, même si c'est un poulet de nature que tu n'as pas fait mariner avec des épices. Moi, je sais que je le fais toujours comme ça parce que forcément, ça n'a pas le même goût et tu as un autre plaisir gustatif. Mais en soi, tu vois, si je suis obligé de manger un filet de poulet cuit sans épices ou quoi, je vais le manger, je suis habitué. Et il disait que bah, lui, c'était pareil quand il était passé sur une alimentation totalement végétale. Il prenait l'exemple du tofu, donc c'est pas forcément quelque chose où je suis vraiment fan comme source de protéines. Mais tu vois, il prenait cet exemple que bah, non cuisiner, bah, forcément, ça avait un goût dégueulasse, alors que cuisiner un petit peu, c'était de suite un petit peu meilleur. Donc là, je me suis un peu éloigné du sujet de base. Je suis parti sur le fait d'être végétarien, mais qu'on parlait, tu vois, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que si on est face à une personne qui mange, je sais pas, 2, 3 fois par semaine des fast-foods, des gâteaux, en tout cas quelque chose qui est industriel, pourquoi pas d'abord passer à 2 fois par semaine. Puis une fois que la personne se sent bien comme ça, passer à 1 fois par semaine. Et ensuite, du coup, passer à 0 fois dans la semaine ou que ça soit très occasionnel, tu vois. Pas faire la fine bouche en mode ah ben je vais pas manger ça parce qu'il y a toute ma famille. Tu vois, à Noël, se priver des trucs que ta tante elle a ramené parce que c'est trop industriel selon toi. Donc encore une fois, après, c'est aux convictions de chacun. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité pour, s'intégrer dans la société et pas péter un câble en ayant des restrictions. Comme je le dis souvent, tu vois, la pire chose et ce qui mène vraiment à l'échec, c'est de se priver de quelque chose. C'est comme un enfant à qui tu dis il faut pas toucher le bouton rouge. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de toucher le bouton rouge, tu vois. Ouais. Donc voilà comment je pense par rapport à ça. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast et comme je te l'avais dit en début d'épisode, n'hésite pas à me faire un feedback sur le format de ce nouveau concept, à savoir que ça va être toutes les semaines. Donc j'attends tes retours et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.